Jeff Fillion. OK, de retour sur Radio Pirate Live. Merci Éric Duhem du temps qu'il nous a accordé sur Radio Pirate Prime, qu'on vous a donné sur Radio Pirate Live. Ça fait plaisir. Éric était... il semble fatigué, mais encore plein d'énergie. Fatigué, je veux dire, c'est épuisant, une campagne comme ça, mais il semble en plein contrôle. Oui. On a chum Joe Hamel est avec nous pour... d'abord, on va faire le petit résumé des 2 sondages. On va essayer, on a parlé avec Éric un peu, essayer de comprendre qu'est-ce qui peut fonctionner ou pas fonctionner dans un ou l'autre des sondages. Je ne sais pas lequel des deux est le meilleur. On va le voir le soir du 3 octobre. Mais en tout cas, le passé est peut-être garant du futur dans le cas de Léger Marketing qui s'est trompé plus qu'une fois. Mais je ne connais pas assez sondage Main Street et savoir si vraiment ils ont un bon palmarès dans le passé. Je les connais un peu moins. Mais regarde, Joe, regardons ensemble. Il y a toute une différence quand même entre les sondages répétés de Main Street et les sondages de Léger Marketing. On me dit qu'il y en aura un autre sondage de Léger Marketing samedi dans le Journal de Montréal et le Journal de Québec. Donc, est-ce que, on a utilisé ces sondages-là pour montrer, pour avoir un genre de petit éditorial à travers, puis que finalement, à la toute fin, on va peut-être se rapprocher un peu de Main Street. Mais juste vous rappeler qu'il y a 2 sondages dans la dernière semaine de la part de Léger Marketing. Mais concentrons-nous, Joe, sur ceux de ce matin et ceux de cette semaine de sondage Main Street. Qu'est-ce qui explique la différence, selon toi, entre les deux? Écoute, il y a certainement une méthodologie là, de différence entre les deux. L'échantillonnage, je pense, de Léger peut probablement plus facilement être ajusté selon certains paramètres, puisque ce sont des abonnés là, à leur plateforme, etc., là, qui répondent à des sondages. Main Street est au téléphone. Main Street est au téléphone, donc comme les vieux sondages du temps. Et comme tu viens de le dire, Léger Marketing, c'est vraiment une plateforme web où on peut contrôler un peu plus les gens qu'on va inclure à l'intérieur. Beaucoup de gens nous envoient souvent des prises d'écran où on nous montre que, tout d'un coup, quand on voit qu'ils sont très conservateurs, on leur dit qu'ils ne sont plus admissibles au sondage. Donc, il y a une manière de réagir où on peut jouer un peu plus dans l'échantillonnage, en fait. Exactement. Puis ce qui me frappe, moi, je te dirais, premièrement, dans le léger, c'est la baisse constante de la CAQ depuis le début. Là, on parle de 37 %. Moi, je pense qu'ils sont autour de 35 %. C'est à peu près le range, je pense, que la CAQ se situe. Écoute, il pourrait avoir une surprise à la hausse ou à la baisse, là, mais mettons, tu peux dire facilement autour de 35 %. Ce qui est marquant dans le sondage léger, c'est l'égalité statistique de 4 partis. À mon avis, ça, c'est à peu près impossible là, dans le contexte actuel. Tu vois, premièrement, Québec solidaire à 17 %, c'est beaucoup trop élevé. Honnêtement, moi, je pense que le Main Street est beaucoup plus réaliste à ce niveau-là. Le Main Street, tu vois, donne 10 à QS, 10 au PQ. Je pense que c'est pas mal ça. Le PLQ dans le Main Street est beaucoup trop élevé, là, 16,5 %. Moi, je pense que ça va être en dessous de 15 %. Je continue avec ma prédiction que le PQ, PLQ, QS, ça va être autour de 30 % de distribution entre les trois, là. C'est à peu près ça l'appui réel de ces partis d'opposition-là. Maintenant, il semble avoir une tendance éditoriale évidente à faire remonter PSPP, particulièrement dans les plateformes québécoises. Ça crève les yeux. Maintenant, écoute, le Parti québécois est passé de quoi 5-6 % à 15 %, ce qui est quand même, d'un point de vue purement statistique, quand même énorme là, comme augmentation depuis le début de la campagne. Est-ce que ça justifie... Moi, ce que j'entends sur le terrain, tu vas dire, t'es biaisé. Oui, mais il y a quand même des milliers de portes qui sont cognées à chaque jour. Là, puis, le Parti québécois n'attire à peu près aucun appui. Même chose dans le vrai monde, là, je te dirais dans 85 % des comtés, l'appui à Québec solidaire et au Parti québécois est assez marginal. En ce qui concerne le Parti libéral, dans l'appui francophone, on parle d'un parti qui est probablement peut-être même sous les 5 %. Moi, j'ai vu des 2 %, 3 % du Parti libéral dans des comtés de Québec. C'est quand même incroyable. Là. Québec est en bas de 2. En général, Québec est en bas de 2, effectivement. Ils sont disparus. Carrément écoute, disparus. Le Parti libéral avait une dizaine de comtés à Québec, pas plus tard que il y a 1 ou 2 élections. Oui. Donc, c'est quand même quelque chose. Là, je continue de dire que la disparition, l'effondrement total du PLQ demeure l'un des facteurs les plus importants. Et d'un point de vue stratégique, je pense, dans le cas d'Éric Duhem, c'est un facteur qui est extrêmement important là, pour aller chercher. Parce qu'il n'y a pas juste des vieux là, qui votent PLQ. Il y a quand même... il y avait comme une frange d'électeurs économiques, je te dirais. D'ailleurs, dans le sondage, c'est assez intéressant, dans le sondage Main Street, les gens qui gagnent le plus cher votent PCQ.
la frange en haut de 100 000 le PCQ retrouve le plus d'appui par rapport aux autres partis. Avant c'était définitivement le PLQ là, dans cette classe-là. Donc, tu as là un signal intéressant. Là, on a eu un genre de vote par anticipation assez agressif au Québec en général. 20 des gens sont allés déjà voter. Dans la région de Québec, c'est complètement débile. Là. Sérieux, là. Puis j'essaie de faire un lien avec le fait que la région de Québec est allée voter en masse. Entre autres, Louis Hébert. Bon, Louis Hébert, entre toi et moi, là, je pense pas que Guilbeault est en jeu là, dans cette élection-là. En tout cas, si je me fie au sondage, si je me fie à bien des affaires qu'on regarde, mais 40 des gens dans son comté à elle sont allés voter. C'est déjà réglé. 40 dans la région de Québec, Lévis est à 34 ou à peu près. Donc, dans ces eaux-là, ça veut dire quoi, ça? Pourquoi la région où le Parti conservateur est le plus populaire, ça donne que, on dirait que naturellement, c'est la région où les gens sont sortis le plus rapidement pour aller voter. Et je regarde, ce qu'on me dit, en tout cas, ce qu'on a cité tantôt avec Éric Duhem, puis que tu m'avais cité hier, Jerry, je ne sais pas si on est en onde, et tu me disais, Jean Lapierre avait tendance à toujours dire, en fait, il disait tout le temps dans ses chroniques, quand il n'était plus politicien. Quand il y a un vote de masse, quand il y a une pression sur le vote, c'est jamais pour réélire le gouvernement. C'est ça. Donc, tu vois ça comment que la région de Québec est sortie en masse comme ça pour le vote par anticipation? Oui, en fait, c'est plus que la région de Québec. Je lisais tantôt Arthabasca, je pense, autour de 30 quelques % aussi. Donc, ce que j'appelle, moi, l'extension naturelle de Québec. Donc, oui, je les ai inclus là-dedans. Exact. Donc, je pense que Feu Jean Lapierre avait raison là-dessus, dans le sens que là, il faut revenir à la politique 101, la politique de base. Généralement, quand il y a une mobilisation, c'est très, très rare que les gens se mobilisent pour un gouvernement. Les gens se mobilisent généralement contre un gouvernement ou contre un enjeu. Tu sais, exemple, le référendum ou... c'est des enjeux qui mobilisent. Moi, je pense que on va se rejoindre là-dessus. Jeff, moi, je pense que la crise des 2 dernières années, ce que ce gouvernement-là a imposé aux Québécois, je pense que ça va être ça va être le plus gros événement socio-économique et politique de notre vie. Là. Je pense pas qu'il va y avoir de quoi de plus gros, à moins qu'il y ait une 3e guerre mondiale éventuellement, ce que je ne souhaite pas. Là. Mais je pense que ça va être la chose la plus importante et ça va redéfinir, je pense, le reste des années qu'on a à vivre. Et il y a une majorité, je pense, silencieuse qui meurt de s'exprimer et qui va le faire pendant cette élection-là. Ça a déjà commencé à apparaître avec le vote par anticipation. On me disait, oui, c'est des vieux qui votent, mais c'est pas vrai. Là. Il y a moi, je regardais la distribution des quelques comtés, là, la distribution des âges de 20 ans à 55 ans, ça l'a voté aussi. Et ça peut... C'est statistiquement généralement favorable à Éric Duhem. Mr. White allait voter hier soir sur l'heure du souper. Il dit, excuse-moi, c'était tous des gens entre 30 et 50 ans. Là. Exactement. Donc ça, c'est un excellent signe. Un autre signe qui ne ment pas, puis ça c'est incroyable à quel point ce n'est pas souligné. Il n'y a eu aucun rassemblement par l'ensemble des partis, excepté le Parti conservateur du Québec, dans cette campagne-là, avec, disons, plus qu'une centaine de personnes ou 150 personnes. Là. Seul le Parti conservateur remplit des salles, des gens totalement diversifiés, provenant de backgrounds différents, provenant, je pense, de tous les partis de l'élection précédente. Ça, c'est quand même digne de mention. Donc, il y a, je pense, organiquement, un réel mouvement derrière le Parti conservateur. De quelle manière ça va se transcrire en siège, parce qu'il est un peu là, je pense, le risque. Et ça, je pense que tout le monde s'entend un peu là-dessus, parce que tu peux avoir... à partir du moment que tu arrives dans les 20 quelques pourcentages au vote global peut avoir des changements de peut-être une dizaine de sièges, surtout quand tu as 5 partis en liste. Là. Si tu as 5 partis en liste, tu peux gagner avec 20 quelques pourcents dans un comté. Il ne faut pas oublier ça. Là. Oui. J'ai parlé avec Éric de la campagne. J'ai parlé... c'est sûr que j'ai fait mon mea culpa après avec Jerry et Mr. White. J'ai dit, on n'est pas fait du même bois. Moi, j'ai un côté immature, un peu plus baveux. Je serai toujours un gars du Banco-Bar à Chicoutimi-Nord. Et Éric est d'une autre gang. C'est un gars plus réfléchi, plus posé. Puis, il m'a expliqué un peu comment, lui, il a fait la campagne, puis il pense qu'il fallait y aller plus prudemment pour ne pas faire peur au monde, parce que les Québécois sont, contrairement aux Américains, même aux Canadiens anglais, c'est des gens qui n'aiment pas trop ça quand ça brasse, puis il a été de cette manière-là. J'ai parlé du Crazy Train.
Il me dit, le problème, c'est que, puis il dit, Antoine Robitaille, il en parle ce matin dans le Journal de Montréal, il dit que la campagne est maintenant très montréalisée, c'est-à-dire que non pas les gens, non pas les rassemblements, mais tout le nombre de fois que tu dois aller à Montréal pour soit des débats, soit des rencontres de la Chambre économique, soit pour tout le monde en parle. En fait, tu dois être là aux 2 jours. Donc, il faisait référence au Crazy Train en disant, même si j'avais voulu, il aurait fallu que je prenne un avion parce que on est convoqué tout le monde quasiment aux 2 jours à être à Montréal et pas nécessairement pour voir comme je disais, appuyer les candidats ou encore voir les partisans. Montréal a comme un ordre de fait. Donc, le Crazy Train, il dit, c'est comme physiquement pas faisable si tu n'as pas un avion comme le premier ministre s'est servi pour aller aux îles de la Madeleine. Donc, je veux t'entendre un peu sur le update du Crazy Train. Non, mais ça, c'est vrai. Tous les événements majeurs, je pense, sont à Montréal, mais tu peux quand même, je pense, puis il le fait depuis la semaine passée, quand j'ai introduit l'idée du Crazy Train. Là, il y a quand même eu des arrêts majeurs. Je regardais hier, d'ailleurs, il était à Laval pour, d'ailleurs, une très bonne sortie sur les promesses brisées de la CAQ. Là, ça, c'était quand même assez frappant. Il est allé juste avant, justement, je pense, tout le monde en parle, il était en Mauricie. Pour une annonce là, pour les VTT. Tu sais, les gens ont ri de ça, mais c'est quand même des enjeux que beaucoup de gens, je veux dire, ça concerne la vie de beaucoup de gens dans beaucoup de comtés, le fait d'avoir des restrictions. En fait, c'est caractéristique de la réglementation stupide au Québec. Donc, si tu es capable d'enlever à différents niveaux des réglementations stupides comme ça dans différents domaines, c'est extrêmement intéressant. Puis je pense que ça va toucher les gens. Pas rien que ça, la réaction de ceux qui le traitent de tout ça. Hey, maudite connerie, etc. Ça, c'est le gars qui vit en ville, que si tu lui donnes un side-by-side, il crisse d'un arbre après 30 secondes. Là. Je veux dire, c'est des gars, tu leur donnes une scie mécanique puis ils se coupent un pied. Il y a une incompréhension des gens de la grande ville, incluant le centre de la ville de Québec et le monde des régions. Ils ne comprennent pas pantoute. Nous autres, on vient des régions. On comprend très bien c'est quoi cette affaire-là. Là. Non, exactement. Puis si tu veux parler de niaiserie puis d'enjeux qui touchent pas le monde, là, on peut parler d'environnement. Je pense que tout le monde veut faire attention à l'environnement. C'est probablement un des grands gains peut-être des 20 dernières années. Je pense que tout le monde est sensibilisé. Mais l'idée le discours apocalyptique propagé par Québec solidaire, qui fait maintenant partie du discours de tous les partis, incluant la CAQ, ça, c'est réellement un enjeu pour à peu près 5 % des gens. Et ça, c'est démontré que c'est jamais un enjeu électoral pour personne, alors que ça nous est enfoncé dans la gorge par les militants activistes dans les journaux subventionnés. Et les médias. Et les médias, particulièrement. Donc ça m'apparaît être réellement un enjeu. D'ailleurs, j'ai fait un peu de porte-à-porte là, avec Dr. El Ayoubi samedi passé. J'ai dit, je vais aller donner un petit coup de main. Je vais aller voir un peu. Je voulais faire ça un peu un exercice d'analyse. Je me suis dit, je vais voir vraiment ce que ça se dit sur le terrain. Puis honnêtement, j'ai été surpris des interactions. Tu sais, en passant, les gens, là, on va toujours dire, les gens se font pas... La très grande majorité des gens sont très polis. Là. Tu sais, tu cognes... Passer 2 minutes, là, c'est quand même très humble là, de se cogner aux portes du monde pour te présenter. Puis ça, je lève mon chapeau à tous les candidats de tous les partis. C'est quand même quelque chose là, de dire bonjour, je me présente dans votre comté. T'sais. Puis là, tu vois les gens dans leur chez eux, tu leur parles d'enjeux. Puis tu sais, je vais te dire, les affaires qui touchent vraiment le monde, ça, c'est un vrai sondage. Là. Tu te regardes là, tu essaies de discuter de qu'est-ce qui les touche. La santé, c'est un enjeu majeur parce que tu vois que les gens, il y a toujours eu quelque chose qui les a touchés. Tu vois, il y a un monsieur, il nous dit, la madame à côté, cancer en phase terminale, elle est obligée d'aller à l'urgence. Elle a attendu 20 heures à l'urgence pour être pris dans une... Tu sais, tu te fais dire ça, tu te dis, ça n'a aucun sens. Là. Donc, il y a plein d'enjeux comme ça de santé qui touchent tout le monde. La question des baisses d'impôts, ça touche les gens énormément. Particulièrement beaucoup de retraités qui voudraient retourner au travail et puis dire, regarde, moi, ça ne vaut pas la peine que je retourne au travail parce que, justement, je gagnerais à peu près rien à cause des déductions. Ben, je pense que le Parti conservateur a quand même des propositions intéressantes qui font en sorte que un retraité de 65 ans et plus aurait quelque chose comme 25 000 net d'impôts. Oui. Tu as des affaires dans même réellement terre à terre qui touchent réellement les gens. Là. Le coût de la vie, toutes ces affaires-là, c'est de ça qu'il parle. L'essence, écoute, il y a une madame qui dit, garde... J'ai déménagé ici parce que les maisons sont moins chères, mais là, je suis plus loin de mon travail, donc je me mange en gaz. Ça, c'est vraiment des enjeux. Pourquoi ils ne parlent pas de ça? C'est des enjeux qui touchent des centaines de milliers de Québécois, puis c'est jamais dans les médias, ces affaires-là. Oui. Hey, une des affaires, j'ouvre une parenthèse, une des affaires, tu parlais de la santé. Quand même drôle de voir, puis j'essaie de ne pas le lire parce que c'est quelqu'un que j'aime pas vraiment. Je l'aime vraiment pas, puis je le trouve pas sincère. Je pense que c'est fake à mort, mais c'est pas grave.
je vais le dire, Patrick Lagacé, ce matin, le texte de la jeune femme qui s'est suicidée parce qu'elle avait la maladie de Lyme. Il y a deux choses là-dedans. Là. La maladie de Lyme, il y a des traitements aux États-Unis qu'on ne fait pas au Québec. Donc, il y a moyen parlez-en à Avril Lavigne, là, il y a moyen, si vous êtes aux États-Unis, vous ne mourrez pas de la maladie de Lyme, puis vous n'êtes pas malade pendant des années de temps. Mais ça montre encore peut-être une différence de richesse, je ne sais pas c'est quoi, mais le point, c'est qu'elle s'est suicidée parce qu'elle n'était plus capable de vivre avec ça. Elle est devenue comme dépressive et elle voulait se suicider à tout bout de champ. Puis là, ils ont essayé de la sauver par des interventions à l'hôpital, puis dans des patentes, justement, pour contrôler au niveau psychiatrique et tout. Là. Et elle a été traitée de manière épouvantable. À un moment donné, ils ont dit, elle était à Sherbrooke, au chalet de son père, ils ont dit, on ne peut pas te traiter ici. Ça faisait une journée qu'elle était là, elle venait essayer de se suicider. Et ils ont dit, on ne peut pas te traiter ici parce que ce n'est pas ton adresse principale. Tu dois t'en aller à Montréal. Et à Montréal, il y a de l'attente, donc va-t'en chez vous. Puis quand ils vont avoir de la place, ils vont t'appeler. Et pendant l'attente, elle s'est tirée en bas du building de 16 étages. Donc, là, il raconte ça. C'est drôle de voir la gauche s'intéresser à ces histoires-là, mais en même temps défendre le modèle qui est responsable de la mort de... Je comprends pas ce bout-là, moi. Je veux dire, je suis peut-être pas le plus bright de la gang, là, mais il me semble que j'ai assez en haut de neurones pour comprendre que tu peux pas défendre ce système-là qui... Là, tu n'as entendu des histoires d'horreur dans le porte-à-porte, mais là, on vient d'en avoir... On en a plein. On en a plein d'histoires demain. Comment tu peux défendre le statu quo? Comment tu peux t'élever contre les idées de Éric Duhem sur la santé et de Karim El Ayoubi? Comment tu peux vouloir continuer ce qui ne fonctionne pas? Non, c'est toujours incroyable à quel point il parle des deux côtés de la bouche. Premièrement, quand c'est la droite qui parle de ces idées-là, c'est l'extrême droite, hashtag l'extrême droite, oui. c'est le retour en arrière, la grande noirceur, etc. Mais quand c'est des enjeux qui les touchent, là, faudrait peut-être revoir certains modèles. Regarde, je te donne un exemple important. Là. Tu vois, Justin Trudeau, dans les derniers jours, s'est prononcé contre... Il y a une vague de protestation. Écoute, je n'ai pas trop suivi cet enjeu-là, mais je pense que, Jerry, il y a une vague de protestation, je pense, en Iran, de femmes qui enlèvent le voile ou des trucs comme ça. Là. Bref, exactement. Il y en a toujours eu un peu, mais là, je pense que c'est comme plus intense que d'habitude. Parce que c'est une fille qui s'est fait arrêter par la police. Elle portait son voile d'une façon un peu plus libre, si je peux dire. Elle avait son voile, mais il n'était pas très bien mis. Là, la police l'a arrêté, il l'a emmené au poste de police, puis quand il est ressorti, il était couché, il était décédé. Là. Ils l'ont battu au poste de police, et là, le monde ne l'a pas pris. Là. Wow, ouais. Non, mais c'est ça. Le point, c'est que Justin Trudeau, en grand défenseur des droits et libertés, s'est prononcé en disant qu'il se tenait debout pour le droit des femmes. Et là, c'est assez incroyable de penser que, imaginez, dans les dernières 2 années, il y a des femmes qui ont été arrêtées, premièrement, pour avoir manifesté. Il y a des femmes qui ont été qui ont eu des amendes congédiées pour avoir été chez leur mère. Exactement. Il y a des gens qui ont été congédiés, qui ont été traités comme des moins que rien. Moi, j'ai vu, là, c'est incroyable. Là. Puis remarque le nombre de femmes qui sont candidates au Parti conservateur du Québec, des femmes, des professionnels, des ingénieurs, des biochimistes qui se sont fait traiter comme des moins que rien. Puis où était justement cette bonne gauche-là pour défendre la diversité et les femmes qui s'affirment. Puis en passant, là, les femmes au pouvoir, tout ça, il vient d'avoir une femme qui va probablement être élue là, en Italie. Et toute la réaction de la gauche et des médias paternalistes, ça a été de dire « Ah non, ça c'est pas bon. » là. En fait, moi, ce que je te prédis, c'est assez drôle, Jeff, c'est que la vague de droite qui s'en vient dans tout l'Occident, dans le présent et dans le prochain cycle, là, ça va être la gang d'hystériques de la gauche radicale et des médias qui vont questionner le résultat des élections. Check bien ça, c'est ça qui s'en vient. Ça va être très drôle. Mais écoute, je la connaissais pas, mais là, quand tout le monde à l'unanimité me dit que c'est de l'extrême droite, j'ai dit, moi, je vais toujours aller écouter quelques discours de cette madame-là. Excuse-moi, là. Je veux dire, je sais pas, j'ai pas tout suivi, là. Je sais pas ce que j'ai vu, parce que là, on parle de Hitler, on parle de paquet d'affaires, là. Là, on sait même pas si on veut l'avoir à la table du G7, ça, c'est Justin Trudeau qui a dit ça. Hey, mais ça, c'est incroyable, en passant. Écoute, je disais ça hier, j'étais pas certain, j'ai dit, premièrement, parce que la première ministre britannique a comme félicité la dame sur Twitter, puis les autres chefs d'État l'ont pas fait encore. Et là, questionnait Justin Trudeau à savoir qu'est-ce qu'ils allaient faire. Là, il a dit... On va être très prudent, on va attendre de voir. Comme si la première ministre, et ça, c'est un premier ministre du G7, démocratiquement élu, il faut le dire, Justin Trudeau, il a été élu et réélu. Il y a personne qui, je pense, qui conteste ça. Et là, lui vient de dire qu'une première ministre
élu d'un pays du G7 pourrait potentiellement ne pas avoir sa place à la table du G7. Mais c'est incroyable. Là. Pourquoi que c'est pas sur la page couverture des médias avec des gens qui s'insurgent de ça? Là? Il y a tellement de scandales comme ça, d'atteinte aux principes soi-disant sacrés que la gauche est supposée défendre et personne ne réagit par rapport à ça. Non, on va parler une semaine et demie des taxes puis du compte d'Hydro à Éric Duhem à Québec. On peut parler des pamphlets aussi. Je veux parler des pamphlets, ça, c'est d'un gros sujet. Mais le bout que j'ai entendu d'elle, là, Jo, je te le dis, là, j'ai l'impression que si, mettons, elle vient à parler de ce que j'ai entendu, là, la famille, leur religion, de qui ils sont. Après ça, il n'y a pas de fait de woke, puis moi, je suis elle, puis lui, non, c'est ça. Ils ne veulent pas se dénaturer. Ils veulent pas excuse-moi, là. Elle s'en vient, puis elle est chef, mettons, je ne sais pas quel parti. Tu sais. Elle s'en vient au Québec, la CAQ perd la moitié de sa gang, là. Je veux dire, elle gagne, là. Ce que j'entends, puis c'est quand même une observation incroyable, comment le paysage est en train de changer au niveau politique au Québec. Les clientèles qui étaient naturellement associées au Parti libéral du Québec, par exemple, beaucoup de clientèle immigrante au niveau musulman, au niveau juif, etc., ben, je vais vous dire, ces gens-là, d'un point de vue sur plein d'enjeux, ils sont très conservateurs, là, notamment sur l'avortement, sur avoir le choix d'avoir l'école à la maison. Et le fait que le Parti libéral a viré vers une gauche hystérique, alarmiste climatique, le LGBT barbecue, etc., là, ça, c'est en train de, je pense, d'avoir une déconnexion profonde avec ces milieux-là qui sont, je pense, plus conservateurs sur certains enjeux, et ils ont totalement le droit en passant. Et naturellement, les politiques du Parti conservateur de libre choix, ça attire ces clientèles-là. Et ça, c'est incroyable que le Parti libéral perde des blocs complets d'appui qui lui étaient normalement attribués là, sans aucune compétition. Là. Plus les anglophones qui ont été mis à mal avec l'histoire du projet de loi 96. Et c'est assez incroyable, Jeff. Je lisais hier, je pensais que c'était une farce. Des fois, je me pince à savoir si on est dans la réalité. Là. Dominique Anglade va terminer sa campagne à coups de jouac. Hein? Écoute, elle est menacée dans son propre comté. La femme va terminer sa campagne à coups de jouac. Ouais. Les 2 derniers jours, en fait. Je pense qu'elle va peut-être revenir. Et là, il disait peut-être que mais là, vous n'avez pas peur que l'avion ne puisse pas décoller parce que peut-être la météo, là, à coups de jouac. Hashtag la crise climatique. Oui. Là, elle dit non, je ne suis pas inquiète, je vais revenir à temps. Fait que, ça serait quand même assez drôle que la dame soit pognée à coups de jouac et qu'elle ne puisse pas voter là, dans Saint-Henri-Saint-Anne. Hey my God. Alors, de te rejaser la semaine prochaine parce qu'on va avoir... la semaine prochaine, c'est ça. Ça va être l'heure des bilans. Donc, on va parler de bilan la semaine prochaine. Bonne soirée électorale, mon ami Joe. Puis, on se reparle. Hey, écoute, là, on me dit, entre les branches, j'entends qu'il y aurait un rassemblement du Parti conservateur du Québec à Montréal pour, je pense, démontrer que Éric Duhem est capable de remplir des salles partout. Donc, moi, ça, je trouve ça intéressant. Ça serait, je pense, un signal incroyable. Encore une fois, je vous dis, il faut revenir à la politique 101. Qui attire des foules, qui a des follow-ups sur... qui a de l'attraction sur les médias sociaux. Qui a des likes? La gang à GND n'ont pas de likes. Hey, regarde, mais il y a quelque chose qui est incroyable. Moi, TikTok, là, Jeff, là, je suis un observateur là, de TikTok. J'observe, je suis fasciné par ce média-là. Et remarque à quel point tu as des gens... pas dire des nobody, là, mais des gens qui font des trucs sur le Parti conservateur, qui s'affirment là-dessus. D'ailleurs, notre ami Acide Blais, ma découverte de l'année, est une machine. a fait une intervention incroyable. Puis ce gars-là, OK, on s'entend-tu que c'est pas le conservateur typique de la région de Québec avec un pick-up? Non, c'est ça. Fait que si tu vois que c'est un gars, ça, il avait fait plusieurs interventions intéressantes sur des lois complètement débiles sur le français. Tu sais, c'est un gars, tu vois, que ça, c'est la jeunesse active qui veut vivre, qui veut prospérer, puis qui n'arrête pas de se faire chier par l'État avec des lois débiles. Puis un discours de liberté au sens profond, comme Éric Duhem dit, ben, ça va chercher cette clientèle-là. Puis ça, je pense que c'est sous-estimé actuellement. Thank you, my friend. Garde un bon 24 minutes, c'était le fun. Joe Hamel est avec nous autres. On revient avec la boîte à Jerry pour finir sur Radio Pirate Live. This is going to give you the energy to go on. Radio Pirate.